Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube qui s'annonce dédiée principalement au tarot de Marseille. Et pour cette première vidéo, je vais vous présenter le jeu que j'utilise le plus souvent dans mes consultations en ce moment, qui est la restauration proposée par Chris Hadar du tarot de Marseille. Donc Chris Hadar, c'est un tarologue canadien qui travaille de façon, avec une approche dite divinatoire et qui a proposé une restauration du tarot de Marseille en fonction des recherches qu'il a entreprises. Donc il est édité aux éditions de Mortagne et qui présente le tarot dans une boîte de très bonne facture, en carton très épais. Et donc lorsque l'on ouvre, on a un livret avec le tarot. Donc le livret qui est proposé est très intéressant, il est tout simple de première vue, mais on a quand même un aperçu historique proposé par l'auteur, par Chris Hadar, ainsi que le travail qu'il a effectué pour faire sa restauration. On a aussi une signification des lames qui sont proposées, les lames majeures, on a aussi les mineures, c'est assez rare dans ce type de petits livrets d'avoir ce type de détails, donc c'est assez intéressant. Au niveau de la signification qui est proposée, on est vraiment sur une approche très divinatoire. Enfin, divinatoire, tout simplement ici. On a des cartes droites, des cartes renversées pour chacune des lames, qu'elles soient donc majeures ou mineures. Si on continue, on a à la fin des propositions de tirage. Pareil, lame mineure et lame majeure. Donc le livret est très bien fourni et très intéressant à consulter. Si on passe maintenant au tarot, donc on sort les cartes de la boîte. Donc comme vous voyez, le jeu est épais. On a des cartes qui sont épaisses. Elles sont résistantes. C'est vraiment un jeu qui est fait pour être utilisé. Il n'est pas fait pour dormir dans une boîte. Il est résistant et il est fait pour vivre. Voilà. Au niveau de la taille des lames, on est sur quelque chose de tout à fait standard. Si jamais je prends mon Grimaud à côté, voilà. Vous voyez, ça dépasse un petit chouïa d'un côté et de l'autre, mais on est vraiment sur quelque chose de très similaire en termes de taille. Au niveau du vernis, on a quelque chose de brillant. Alors, je ne sais pas si ça va bien ressortir sur la vidéo. Mais en tout cas, les cartes, on a l'impression qu'on peut renverser quelque chose dessus. Elles vont tenir le choc. Donc au début, ce revêtement est un petit peu étonnant. Quand on le prend en main, pour ma part, les lames ne glissaient pas beaucoup. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec un tarot qui ne glisse pas? Mais en fait, à l'utilisation, ça se fait et c'est plus facile de mélanger les cartes une fois qu'on a commencé un peu à s'approprier le jeu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la présentation globale. Ensuite, au niveau des cartes en elles-mêmes, on va tout simplement les regarder, c'est plus simple. Donc au niveau des appellations, l'auteur est resté sur des appellations anciennes, comme ici, là on a le basteleur par exemple. Donc moi ce tarot, il me plaît parce qu'il est simple d'utilisation, il est facile à présenter aux personnes qui ne s'y connaissent pas trop en tarot lors des consultations que je donne. Et il est clair, je le trouve clair. Et au niveau des couleurs, il est pastel sans être neutre, c'est quand même assez vif. Mais il n'est pas agressif comme certains autres tarots, à mon sens en tout cas. Il dégage une énergie un peu plus agressive. Ici, on est sur quelque chose de très doux. Et je trouve que ça aide beaucoup dans les consultations de présenter des images douces. Voilà, là par exemple, sur cet amoureux, si vous regardez le détail des visages, c'est assez facile pour travailler sur une carte avec une personne qui vient vous voir. Pareil pour ce chariot. Et la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force. Voilà, donc c'est celle qui est sur la boîte. Le pendu, l'arcane 13, tempérance, le diable. Alors vous voyez, celui-ci aussi, il a un visage, il est coquin ce diable, il est taquin. On le voit, mais il n'est pas effrayant. Et donc c'est pareil, quand on tire cette carte pour une personne, c'est quand même
plus facile d'interpréter une carte qui dégage ce type d'énergie que celle avec un diable effrayant. Pour expliquer aux personnes après que tout va bien, bon, c'est un peu plus compliqué. Ici, on a la maison de Dieu. Donc là, c'est assez intéressant. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va retrouver le souffle qui vient du ciel, qu'on a principalement dans les tarots de type 2, mais on a aussi cet éclair qui va vers le ciel. Et on a plus ce mouvement de la tour vers le ciel dans les tarots de type 1, j'ai l'impression. Et je trouve que ce double mouvement est très intéressant parce qu'il ne fiche pas forcément à ce que on soit obligé d'attendre une intervention entre guillemets divine, un souffle divin, une illumination qui vienne d'ailleurs, mais ce mouvement ascendant renvoie sur cette possibilité que nous aussi, on est capable de s'élever tout d'un coup sans forcément attendre d'une action extérieure. Et je trouve du coup la présence de cet éclair dans ce sens très intéressant, le fait d'avoir les deux qui sont représentés, les deux mouvements, ça j'aime beaucoup. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voilà, je vais mettre ça de côté pour avoir plus de place. Et on passe au mineur. Donc ici, on a une épée qui est bleue. Et vous allez voir qu'on retrouve un petit peu comme dans le Grimaud, tout ce qui est rouge, habituellement sur les épées et les bâtons, ici c'est en jaune. Par contre, il y a cette espèce d'étoile dans une rosace un peu, enfin comme dans un cristal qui apparaît ici. Je ne l'ai pas vu sur d'autres tarots, donc si vous avez des informations dessus ou des explications, ça m'intéresse que vous me les mettiez en commentaire. Ici sur le 3 d'épée, il n'y a pas de feuillage. Le 4, le 5, le 6. Alors toutes les cartes ont été renumérotées ici parce que traditionnellement on ne les trouve pas partout ces numéros. Donc ça aide à la lecture de la carte. Et c'est indiqué un chiffre romain avec le 9 ici. Comme dans le reste du tarot, comme sur les majeurs. Au niveau du 10 d'épée, là il y a cette petite fleur qui apparaît ici. Et on passe au valet. Donc au début j'étais un peu perturbée puisque le sol des valets est très neutre alors que j'ai l'habitude dans les autres tarots de les voir évoluer dans la nature avec des touffes d'herbe. Et en fait si je regarde sur certains tarots de type 1, il semble que tous les valets soient représentés sur un fond neutre comme ceci. Et excusez-moi. En même temps, pour les cavaliers, on a ce fond noir dans les tarots de type 1 qu'on ne retrouve pas dans les tarots de type 2. Et alors moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très très intéressant cette terre noire avec les cavaliers. Et qui ici ont été rebaptisés chevaliers. Ou alors peut-être qu'ils étaient déjà baptisés comme ça avant, je ne sais pas. Une fois de plus, vos lumières m'intéressent. La reine d'épée, donc là, Chris Hadar a fait le choix de la représenter enceinte. Il en parle dans son petit livre. Le roi d'épée. Et on passe aux coupes. Le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5. On retrouve cette étoile dans ce que j'appelle le cristal. Et ici sur le 6, elle est débarrassée, enfin elle est libre. Le 7, le 8, très joli. Le 9, alors ici on a des fleurs, souvent on a juste les feuillages sur le 9. Et le 10, très neutre, comme toujours. On passe au valet de coupe, donc toujours sur son sol neutre. Au chevalier, sur son sol noir. La reine et le roi. Et on passe au denier. Moi, j'aime beaucoup les teintes qui ont été utilisées pour faire ce jeu. Je les trouve très douces, très agréables. Je me répète, je crois que je l'ai déjà dit. Le 5, je le trouve très harmonieux. Le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10.
On passe au valet, qui lui donc n'a pas de nom, ce valet de denier. La reine, le chevalier et le roi. Alors là, c'est le petit truc qui me chagrine, c'est qu'on a perdu la représentation de la terre, hein, de la terre et des feuilles au pied du roi. Normalement, ce roi, enfin habituellement, je le vois sur un trône, mais sur la terre en elle-même, donc très incarné, très dans la matière, pas du tout coupé du sens de la réalité. C'est le seul qui n'a pas de couronne, donc on a vraiment quelqu'un qui est proche de la terre et qui le rend finalement, somme toute, très sympathique aussi. Et donc là, c'est vraiment ma petite déception de ne plus trouver ça sur cette carte. Donc si vous avez une explication, c'est pareil, ça m'intéresse. N'hésitez pas en commentaire à me faire part des informations ou de ce dont vous auriez envie de discuter. On passe au bateau. Donc là, on voit bien, on retrouve ce jaune à la place du rouge. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 ici, avec des petites couronnes. Le valet de bâton, le chevalier, la reine et le roi, avec le faisceau lumineux au-dessus de sa couronne. Alors voilà pour la présentation de ce jeu. Donc vous l'aurez compris, je l'apprécie, je le trouve agréable à utiliser, j'aime son harmonie au niveau des couleurs. Je le trouve facile d'explication pour une personne qui ne comprend pas le tarot, enfin qui ne connaît pas le tarot de Marseille lors de consultations. Je le trouve très clair, très agréable à manier et il est aussi de très bonne qualité, donc on peut s'en servir sans problème. Donc si vous avez des choses à dire sur ce jeu, si vous avez envie de partager des informations ou ce que vous voulez concernant ce jeu, le tarot de Marseille, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec la présentation d'un nouveau jeu. Bye bye!